Tu es né pour nous servir. Il se moquait de lui, se moquait de ses vêtements, de ses origines, du métier de sa mère. Pour eux, il n'était que le fils de la bonne, quelqu'un né pour servir, quelqu'un qui ne s'élèverait jamais. Chaque insulte les faisait se sentir plus grands. Mais chaque insulte le rendait plus fort. Pendant qu'il riait, il apprenait. Avant que le soleil ne se lève chaque matin, Amélie était déjà réveillée. La petite chambre qu'elle partageait avec son fils était encore enveloppée dans le silence gris du matin. Les murs étaient fissurés et la peinture s'écaillait en fines boucles. La petite fenêtre ne fermait pas correctement et l'air froid s'infiltrait avec un léger sifflement. Mais Amélie ne se plaignait jamais. Se plaindre ne changeait rien à la vie. Elle pliait soigneusement sa fine couverture et la plaçait au bord du lit. Au petit évier dans le coin, elle se lavait le visage et attachait ses cheveux en un chignon net. Son uniforme était accroché à un clou près de la porte, propre et repassé, mais décoloré par des années de lavage. Sur le lit étroit derrière elle, Théo dormait sur le côté, un bras glissé sous sa tête. Sa chemise d'école était pliée soigneusement sur une chaise. Ses vieilles baskets reposaient en dessous. Même en dormant, son visage semblait sérieux, comme celui d'un garçon portant des pensées trop lourdes pour son âge. Amélie s'arrêta pour le regarder. « Que cette journée te soit douce », murmura-t-elle doucement. Puis elle prit son sac usé et sortit, fermant la porte sans un bruit. Dehors, le ciel était encore pâle. Les rues étaient calmes. Amélie marchait rapidement, ses chaussures tapotant doucement contre la route. Chaque pas qu'elle faisait, chaque matin tôt, chaque soir fatiguée, tout était pour une seule raison, Théo. Le manoir de la Croix se dressait comme un palais. Haute grille dorée, sol en marbre qui brillait comme des miroirs, lustres suspendus au plafond comme des étoiles figées, pièces si grandes qu'elles ressemblaient à des salles. Il était difficile de croire que des gens vivaient là tous les jours. L'argent n'était jamais un problème. Madame Delacroix portait des vêtements coûteux même quand elle restait à la maison. Léa, leur fille, adorait la mode. Si elle portait une tenue une fois, elle ne la portait plus. Alexandre, le fils aîné, commandait des choses en ligne juste parce qu'il s'ennuyait. Leurs parents ne les arrêtaient jamais. S'ils voulaient quelque chose, ils l'obtenaient. Immédiatement. Amélie entra par la porte latérale comme toujours. Elle attacha son tablier, prit sa serpillière et son seau, et commença sa journée. Frotter, essuyer, polir. Elle nettoyait les sols sur lesquels ils marchaient sans jamais baisser les yeux. Elle époussetait les tables sur lesquelles ils posaient leurs objets coûteux. Elle lavait la vaisselle des repas qu'elle ne goûterait jamais. Parfois, quand personne ne regardait, elle s'arrêtait juste une seconde pour étirer son dos douloureux. Puis elle continuait. Il y avait toujours plus de travail qui attendait. Elle faisait tout cela en silence parce que son travail comptait. Son fils comptait. Après l'école chaque jour, Théo venait au manoir pour aider sa mère. Il portait des plateaux, essuyait les tables et lavait la vaisselle afin qu'ils puissent finir plus tôt et rentrer ensemble. Il ne se plaignait jamais. Mais quelqu'un remarquait toujours. Léa et Alexandre. « Regardez qui est là », dit Alexandre un après-midi, appuyé contre le comptoir de la cuisine. La bonne a amené son assistant, ajouta Léa en souriant. Théo gardait la tête baissée et continuait à laver les assiettes. « Tu viens directement de l'école pour faire le travail d'un serviteur ?» Alexandre rit. « C'est triste. Certaines personnes sont juste nées pour servir, dit Léa légèrement, comme si c'était une blague. Leurs mots pesaient lourd. Mais Théo restait silencieux. Il savait qu'il valait mieux ne pas causer de problèmes. Les problèmes ne rendaient la vie que plus difficile pour sa mère, alors il endurait. Il se concentrait sur le bruit de l'eau coulant sur les assiettes, le petit tintement des plats qui se touchaient, le rythme de sa respiration. Cela l'aidait à bloquer leur voix. Un après-midi, quelque chose d'inattendu arriva. Monsieur Laurent appela Amélie dans son bureau. Elle se tenait près de la porte, nerveuse. « J'ai réfléchi », dit-il calmement. « Tu fais un long trajet chaque jour. Il y a beaucoup de chambres vides ici. Toi et ton fils pouvez rester au manoir. Cela rendra le travail plus facile pour toi. » Les yeux d'Amélie s'agrandirent. « Monsieur, vraiment ? » « Oui, » répondit-il.
Ce n'est pas un problème. Pour Amélie, cela ressemblait à un miracle. Plus de frais de transport, plus de temps, plus d'économie pour les besoins scolaires de Théo. Merci, monsieur, dit-elle, la voix tremblante de gratitude. Elle se dépêcha de le dire à Théo. Pour la première fois depuis longtemps, l'espoir semblait proche. Mais tout le monde n'était pas content. À l'étage, Léa avait tout entendu. Elle courut vers sa mère. Maman, papa laisse la bonne et son fils vivre ici. Le visage de Madame Laurent changea immédiatement. Ce soir-là dans la chambre principale, sa voix était tranchante de colère. Chérie, comment as-tu pu donner une chambre à cette femme dans ce manoir? Claqua-t-elle. Tu ne laisses même pas la plupart du personnel rester dans les quartiers des serviteurs. Monsieur Laurent ne leva pas les yeux de son ordinateur portable. Il y a plus de chambres que nous en utilisons, dit-il calmement. Sa chambre sera loin des nôtres. Ce n'est pas une grosse affaire. Madame Laurent croisa les bras fermement. C'est une grosse affaire, marmonna-t-elle. Ils devraient se souvenir de leur place. Monsieur Laurent soupira, mais ne dit rien de plus. Madame Laurent se retourna et sortit de la pièce en trombe, ses talons claquant fortement sur le sol à chaque pas en colère. En bas, Amélie et Théo portèrent leurs petits sacs dans le manoir. Leur nouvelle chambre était grande comparée à leur ancien logement. Les murs étaient lisses. La fenêtre fermait correctement. Il y avait même une petite armoire. Théo regarda autour de lui en silence. « C'est bien, dit-il doucement. » Amélie sourit. La vie s'améliore. Elle croyait que la vie allait devenir plus facile. Elle ne savait pas que vivre plus près de la famille Laurent ne leur apporterait pas la paix. Cela les rapprocherait des personnes mêmes qui rendraient leur vie plus difficile que jamais. Un après-midi, Théo avançait prudemment dans le couloir, un plateau de verre en cristal dans les mains, et Léa Laurent entra avec des amis. « Oh, regardez, dit-elle. Le fils de la bonne a été promu. Maintenant il vit ici, ses amis gloussèrent. » Théo gardait les yeux sur le plateau. « Tu dors dans l'une des grandes chambres ?» demanda Léa moqueusement. « Ou dans un placard ?» Plus de rire. Avant qu'il ne puisse répondre, Alexandre Laurent entra, lançant un ballon de basket dans sa main. « Fais attention, » dit Alexandre en s'approchant. « Ne le fais pas tomber. Mon père a payé plus pour l'un de ces verres que ta mère ne gagne en mois. » Théo tint le plateau stable. « Dis quelque chose, » ajouta Alexandre. « Ou le fait d'emménager ta. Fait oublier comment parler ?» Théo leva enfin les yeux. « Nous sommes reconnaissants, » dit-il calmement. Léa ricana. Les gens reconnaissants devraient sourire plus. Elle heurta délibérément son bras. Un verre vacilla, puis tomba. Il se brisa sur le sol. Le bruit résonna dans la pièce. Tout le monde se figea. Madame Laurent apparut en quelques secondes. Que s'est-il passé? Léa recula, feignant la surprise. Je ne sais pas. Il l'a juste fait tomber. Madame Laurent regarda Théo comme s'il l'avait fait exprès. Tu es trop fragile pour porter un plateau de verre en cristal? Pas étonnant que tu t'appelles Théo. L'argent pour les 2 verres que tu as cassés sera déduit du salaire de ta mère ce mois-ci, dit-elle froidement. Amélie se tenait à la porte, figée. Elle voulait parler, mais la peur la retenait immobile. Théo fixa le verre brisé. Je suis désolé, madame, dit-il doucement. Mais les mots semblaient petits, inutiles. Sa poitrine se serra. Ses oreilles devinrent chaudes. Il souhaitait que le sol s'ouvre et l'avale. Les rires derrière lui semblaient plus forts que la musique dans la maison. Il se baissa pour ramasser les morceaux, ses mains tremblant un peu. Un bord tranchant coupa son doigt. Une fine ligne rouge apparut. Personne ne le remarqua. Ou peut-être qu'ils le virent et s'en moquèrent. Amélie se précipita avec un chiffon. « Laisse ça. »« Je vais le faire, » murmura-t-elle, la voix tremblante. Théo secoua la tête. « C'est bon, maman. » Mais ce n'était pas bon. Il gardait la tête baissée, non pas parce qu'il était calme, mais parce que s'il levait les yeux, il verrait les larmes qui luttaient pour rester à l'intérieur de ses yeux. Cette nuit-là, dans leur petite chambre au fond du manoir, Théo resta éveillé.
La maison était calme, mais les mots ne l'étaient pas. Reste à ta place. Tu ne peux pas te le permettre. Les gens comme toi. Il repassait encore et encore dans son esprit. Il se tourna vers le mur pour que sa mère ne voie pas son visage. Pour la première fois, le manoir ne ressemblait plus à de l'espoir. Il ressemblait à un endroit qui lui rappelait encore et encore à quel point le monde le considérait comme petit. D'un autre côté, Monsieur Laurent commença à le remarquer plus souvent. Un soir, il vit Théo assis au bord du comptoir de la cuisine, terminant ses devoirs à côté d'une pile d'assiettes qu'il venait de sécher. « Tu étudies tous les jours ?» demanda Monsieur Laurent. « Oui, monsieur » répondit Théo respectueusement. « Bien » dit Monsieur Laurent avec un hochement de tête. « L'éducation est importante. » Quelques jours plus tard, Amélie laissa accidentellement le bulletin scolaire de Théo sur une table d'appoint en époussetant. Monsieur Laurent le prit. « Tous des A. »« Impressionnant » murmura-t-il. Ce soir-là au dîner, il dit quelque chose qui changea tout. « Vous savez » commença-t-il en regardant Léa et Alexandre. « Théo est un garçon très discipliné, très respectueux, et ses notes sont excellentes. » Le sourire de Léa s'effaça. Alexandre arrêta de mâcher. « Vous pourriez apprendre quelque chose de lui » continua Monsieur Laurent, sa voix calme mais ferme, surtout son caractère et ses performances scolaires. « Tes résultats du dernier trimestre étaient très bas, Alexandre. » Les mots tombèrent lourdement sur la table. La fourchette de Léa se figea à mi-chemin de sa bouche. Le visage d'Alexandre se crispa, sa mâchoire se serra alors qu'il fixait son assiette. L'air dans la salle à manger changea. Même la douce musique en arrière-plan sembla s'estomper. Madame Laurent força un petit sourire. « Il traverse juste une phase, dit-elle légèrement, essayant de balayer cela. » Mais le mal était déjà fait. Léa sentit la chaleur monter dans sa poitrine. Les doigts d'Alexandre se serrèrent en poing sous la table. Ils n'étaient pas seulement corrigés. Ils étaient comparés au fils de la bonne. Plus tard cette nuit-là, Léa et Alexandre étaient assis dans leur salle de jeu. L'écran de télévision brillait, mais aucun d'eux ne jouait. Léa jeta la télécommande sur le canapé. « Je n'arrive toujours pas à croire ce qui s'est passé au dîner » dit-elle en colère. « Comment papa a-t-il pu nous comparer à ce fils de la bonne ?» Alexandre se pencha en arrière, la mâchoire serrée. « Et nous dire d'apprendre de lui comme s'il était meilleur que nous. » Léa croisa les bras. « Depuis quand papa se soucie-t-il même de ses notes ?» Les yeux d'Alexandre se plissèrent. « Nous devons faire quelque chose. »« Comme quoi ?» demanda Léa avant que papa ne commence à l'aimer plus que nous. Ajouta Alexandre. Le visage de Léa durcit. « Exactement. »« Alors, quel est le plan ?» Alexandre réfléchit un moment. « Nous pourrions voler l'argent de papa et le mettre dans son sac. » Léa secoua immédiatement la tête. « Non. C'est risqué. Nous sommes les seuls à savoir où papa garde son argent liquide. S'il disparaît, nous serons les premiers suspects. » Alexandre soupira. « C'est vrai. » Il y eut un silence un moment. Puis Alexandre claqua des doigts. « J'ai trouvé. La montre en argent préférée de papa. » Léa leva les yeux. « Celle qu'il a rapportée d'Australie. »« Oui, » dit Alexandre. « Nous la cachons dans le sac d'école du fils de la bonne. » Les yeux de Léa s'agrandirent lentement. « C'est en fait intelligent. »« Mais si maman et papa sont encore réveillés ?» demanda-t-elle. Alexandre sourit. « Laisse-moi m'en occuper. » Léa ricana doucement. « Le seul problème est d'approcher son sac. » Alexandre haussa les épaules. « Il le laisse dans le couloir après l'école. »« Je l'ai vu. » Léa rit doucement. « Il est si prudent, mais pas assez prudent. » Ils échangèrent un regard, un accord silencieux. 2 jours plus tard, Monsieur Laurent fouillait dans les tiroirs de sa chambre. Le bruit du bois qui glissait ouvert et fermé résonnait dans la pièce. Les vêtements étaient déplacés. Les papiers étaient soulevés et reposés. Son visage calme se crispa lentement. « Ma montre en argent, dit-il. Elle n'est pas là. » Madame Laurent se leva immédiatement. « Celle que tu as achetée en Australie ? » Oui.
En quelques minutes, la nouvelle se répandit dans la maison. Les serviteurs furent appelés. Les chambres furent fouillées. Amélie se tenait immobile dans le couloir, l'estomac noué. Léa et Alexandre apparurent, feignant l'inquiétude. Peut-être que quelqu'un l'a prise, dit Léa lentement. Les yeux de Madame Laurent se plissèrent. Qui est monté à l'étage aujourd'hui? Théo était ici après l'école, dit Alexandre rapidement. Je l'ai vu près de ce couloir. Tous les regards se tournèrent. Théo se figea. Moi, commença-t-il. Apportez son sac, ordonna Madame Laurent. Amélie s'avança. Madame, mon fils ne ferait pas. Apportez-le, répéta-t-elle froidement. Le sac d'école de Théo fut placé sur la table. Ses mains étaient froides pendant que la fermeture éclair s'ouvrait. Livres, cahiers, et puis la montre en argent. Madame Laurent haleta. Incroyable. Théo commença, son esprit tournant. Je n'ai pas mis ça là, dit-il, mais sa voix semblait petite même à ses propres oreilles. Amélie se précipita, le visage pâle. Monsieur, s'il vous plaît. Il ne volerait pas, dit-elle, la voix tremblante. Les yeux de Madame Laurent étaient perçants. La montre est dans son sac. Quelle autre preuve vous faut-il? Théo regarda de la montre à sa mère. Son cœur battait si fort qu'il l'entendait dans ses oreilles. Je ne l'ai pas prise, répéta-t-il. Je le jure. Léa couvrit sa bouche comme si elle était choquée. Alexandre secoua lentement la tête. C'est vraiment décevant, dit Alexandre. Nous l'avons laissé rester ici. Monsieur Laurent ne parla pas tout de suite. Il tenait la montre dans sa main, la tournant. Ses yeux passèrent de Théo à ses enfants. Quelque chose sur son visage montrait le doute, mais le doute était silencieux. L'accusation était forte. Théo, dit-il enfin, sa voix ferme. C'est sérieux. Des larmes brûlaient dans les yeux d'Amélie. Monsieur, s'il vous plaît, croyez-le. Madame Laurent croisa les bras. Il devrait être reconnaissant que nous n'appelions pas la police. La gorge de Théo était sèche. Il n'avait rien fait. Mais debout là dans cette grande pièce, entouré de regards froids, il se sentait plus petit que jamais. Je suis désolé, murmura-t-il. Non pas parce qu'il était coupable, mais parce qu'il comprenait quelque chose de douloureux. Parfois la vérité n'avait aucun pouvoir dans une maison où vous ne possédiez rien. Alexandre et Léa marchaient dans le couloir côte à côte en essayant de cacher leur rire. Dès qu'ils entrèrent dans leur chambre, ils éclatèrent de rire. Tu as vu son visage? Murmura Léa. Alexandre ricana. Papa avait l'air si déçu. Maintenant il ne lui fera plus jamais confiance. Ils se sentaient fiers, comme s'ils avaient gagné quelque chose. Après l'incident de la montre, quelque chose d'étrange arriva. Monsieur Laurent ne changea pas envers Théo. Il lui parlait toujours gentiment. Il lui demandait toujours de l'école. Il remerciait toujours Amélie pour son travail. C'était comme si l'accusation n'avait jamais eu lieu. Et cela contrariait encore plus Léa et Alexandre. Leur père était rarement à la maison réunion, vol, voyage d'affaires. Sa gentillesse apparaissait et disparaissait comme la lumière du soleil derrière les nuages. Mais chaque fois qu'il montrait de la chaleur envers Théo, cela ressemblait à une insulte pour eux. Une nuit, le manoir était presque endormi. Les lumières du couloir étaient tamisées et le tic-tac de l'horloge semblait plus fort que d'habitude dans le silence. Monsieur Laurent entra dans la cuisine pour prendre une bouteille d'eau. Il s'arrêta. Amélie se tenait près de l'évier. Le dos tourné. Ses épaules tremblaient légèrement. Amélie, appela-t-il doucement. Elle se retourna rapidement et essuya son visage. Monsieur, vous pleurez? Non, monsieur. Je vais bien. Mais sa voix n'allait pas bien. Il s'approcha. Qu'est-ce qui ne va pas? Amélie essaya de parler, mais sa gorge était serrée. C'est les frais scolaires de Théo, dit-elle calmement. J'en ai payé une partie, mais je n'ai pas assez pour compléter. La date limite approche. Si je ne paie pas, il pourrait le renvoyer à la maison. Elle baissa les yeux, embarrassée par quelque chose qui n'était pas de sa faute. Monsieur Laurent hocha lentement la tête.
L'éducation compte. Il partit et revint quelques minutes plus tard avec de l'argent. Prends ça, dit-il gentiment. Assure-toi qu'il reste à l'école. Les yeux d'Amélie se remplirent à nouveau de larmes, cette fois de soulagement. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Ils ne virent pas Léa qui épiait depuis la porte, regardant, écoutant. Ses yeux se plissèrent avant qu'elle ne s'éloigne silencieusement. Le lendemain matin, monsieur Laurent partit pour un autre voyage. Peu après, madame Laurent entra dans la chambre d'Amélie sans frapper. J'ai entendu que mon mari t'avait donné de l'argent, dit-elle froidement. Amélie se leva rapidement. Madame, c'est pour les frais scolaires de mon fils. Madame Laurent tendit la main. Donne-le-moi. Le cœur d'Amélie battait fort. Madame, s'il vous plaît, la date limite maintenant. Sa voix ne tolérait aucun argument. Amélie tendit lentement l'argent. Madame Laurent le prit et s'en alla. Comme ça, l'espoir quitta la chambre avec elle. Ce soir-là, Théo vit les yeux rouges de sa mère. Il ne demanda pas. Il comprit. Le lendemain, après l'école, il ne rentra pas directement. Il marcha en ville jusqu'à ce qu'il trouve un petit café avec une pancarte dehors. On cherche de l'aide. Il entra. Je peux travailler, dit-il. Je ferai n'importe quoi. Le propriétaire regarda ses bras minces et son visage sérieux. Tu peux laver les tasses et servir, dit l'homme. Commence aujourd'hui. Théo hocha la tête. À partir de ce jour, sa vie changea. École, travail, maison. Parfois ses jambes tremblaient de fatigue. Certains jours il manquait l'école pour travailler plus d'heures. Ses mains devinrent rugueuses. Ses yeux paraissaient plus âgés que son âge. Mais il continuait. Il avait un seul but, payer les frais. Un après-midi, une amie de Léa entra dans le café et le vit. Elle fixa. Le soir, Léa et Alexandre vinrent ensemble. Ils s'assirent à la table centrale. 2 cafés crème, dit Léa fort. Puis elle pointa Théo. Tu nous sers. La poitrine de Théo se serra, mais il porta le plateau. Il plaça les tasses soigneusement devant eux. Alexandre se pencha en arrière sur sa chaise. Alors c'est ton niveau maintenant, serveur de café. Tu continueras à nous servir, nous les riches, pour toujours. Léa sourit lentement. Quoi d'autre? Un fils de femme de ménage est né pour servir. Ça court dans la famille. Les gens entendirent. Personne ne parla. Théo sentit sa gorge se serrer. Ses yeux brûlaient. Ah oh, dit Léa doucement. Tu pleures? C'est un bébé. Alexandre rit. Allons-y avant qu'il n'inonde l'endroit. Ils partirent, riant toujours. La cloche au-dessus de la porte du café sonna quand elle se ferma. Théo resta immobile. Les larmes qu'il avait retenues pendant des années tombèrent enfin. Les clients le regardèrent, certains avec pitié, d'autres sans expression. Théo ramassa les tasses vides et marcha vers un coin calme. Et là, où personne ne se tenait à côté de lui, il pleura. Est-ce mal d'être né pauvre, murmura-t-il. Pourquoi ça fait mal juste d'exister? Le bruit du café continua. La vie continua, mais à l'intérieur de Théo, quelque chose avait changé. La douleur n'était plus seulement de la tristesse. Elle devenait un feu tranquille, et les feux tranquilles brûlent le plus longtemps. Il ne le savait pas encore, mais son destin marchait déjà vers lui. Monsieur Vincent était un homme calme et bien habillé qui venait souvent au café. Il possédait plusieurs entreprises, mais il n'en parlait jamais. Ce soir-là, il était entré au même moment que Léa et Alexandre, et il avait tout vu. Il tapota doucement le comptoir. Jeune homme, Théo cligna des yeux et essuya rapidement son visage. Ses yeux étaient encore gonflés. Je veux un café, dit monsieur Vincent calmement. Au lait ou crème, monsieur, demanda Théo, la voix instable. Au lait. Théo le prépara soigneusement et le porta. Alors qu'il se tournait pour partir, monsieur Vincent retint légèrement son poignet. Peux-tu t'asseoir un moment? J'aimerais parler. Théo hésita, puis hocha la tête et s'assit en face de lui. Mon nom est Vincent, dit l'homme gentiment. Et toi? Théo,
Monsieur. Monsieur Vincent étudia son visage. Ces deux-là qui étaient ici plus tôt, ils te connaissent? Théo baissa les yeux. Pendant un moment, il ne dit rien. Puis les mots commencèrent à sortir lentement au début, puis tous d'un coup. Il parla de sa mère, du manoir, des insultes, des frais scolaires manquants, du travail, de l'humiliation. Monsieur Vincent écouta calmement, sans l'interrompre. Quand Théo finit, il se sentit plus léger, comme s'il avait lâché un lourd fardeau qu'il portait seul. Monsieur Vincent se pencha en arrière. « Tu es un garçon fort, dit-il. » Plus fort que tu ne le penses, Théo donna un petit sourire fatigué. Aucun enfant ne devrait l'avoir à lutter aussi dur juste pour apprendre, continua Monsieur Vincent. Si tu veux vraiment étudier et construire une meilleure vie, je t'aiderai. La tête de Théo se leva. Monsieur, je paierai tes frais, et plus que ça, je te guiderai. Mais tu dois me promettre une chose. La voix de Théo trembla. N'importe quoi. Ne laisse jamais la douleur rendre ton cœur amer. Utilise-la pour grandir. Des larmes remplirent à nouveau les yeux de Théo, mais celle-ci était différente. Au moment le plus bas, l'espoir l'avait trouvé. Après la conversation dans le café ce soir-là, Monsieur Vincent entra silencieusement dans la vie de Théo et changea sa direction. Il ne fit pas de grandes promesses ou de discours dramatiques. Il agit simplement. En une semaine, Amélie démissionna de son travail de femme de ménage au manoir des Laurent. Elle plia ses uniformes une dernière fois et emballa leurs petits effets. Alors qu'ils sortaient des quartiers du personnel avec leurs sacs usés, Léa et Alexandre regardaient depuis le balcon. Léa rit. Regardez-les, quitter le confort pour retourner à la souffrance, Alexandre ricana. De la grâce à l'herbe. Ils étaient contents. Au moins papa ne nous comparera plus à lui, dit Léa. Mais aucun d'eux ne savait quelque chose d'important. Théo et Amélie ne reculaient pas. Ils entraient dans un avenir différent. Monsieur Vincent les installa dans un petit mais propre appartement dans un quartier paisible de la ville. Les murs étaient frais. Les fenêtres fermaient correctement. Il y avait de l'espace pour respirer. Amélie toucha le comptoir de la cuisine et sourit. Cela faisait des années qu'elle ne s'était pas sentie en sécurité dans une maison. Monsieur Vincent ne s'arrêta pas là. Il ouvrit un magasin de provisions de taille moyenne pour Amélie. « Tu le dirigeras, lui dit-il. Tu n'auras plus jamais à mendier du travail. » Amélie pleura ce jour-là, non de douleur, mais de soulagement. Pour la première fois de sa vie, elle ne travaillait pas pour quelqu'un qui la regardait de haut. Elle travaillait pour elle-même. La vie de Théo changea aussi. Monsieur Vincent sponsorisa entièrement son éducation. Frais scolaires, livres, cours supplémentaires, tout. Mais plus que l'argent, Monsieur Vincent lui donna des conseils. « Utilise ton esprit, disait-il. C'est ta vraie richesse. » Théo écouta. Il étudia plus dur que jamais. Les ordinateurs devinrent son monde. Code, système, sécurité, données. Il les comprenait comme des puzzles à résoudre. Pendant que les autres adolescents passaient leur temps libre à jouer, Théo apprenait. Non parce qu'il y était forcé, mais parce qu'il se souvenait du café, des insultes, des rires, et il se promit qu'il ne resterait plus jamais aussi impuissant. 10 ans passèrent et changèrent tout. Théo devint un jeune homme confiant connu pour son brillant en cybersécurité. Les gens dans les cercles tech l'appelaient un magicien de l'informatique. Les entreprises cherchaient ses conseils. L'argent cessa d'être une lutte. Le respect le suivait partout où il allait. Quand il parlait, les gens écoutaient. Le magasin d'Amélie grandit aussi. Ce qui avait commencé comme un petit magasin de provisions devint une entreprise animée. Les clients aimaient son honnêteté. Elle était connue comme une femme gentille et juste. Mère et fils ne luttaient plus. Ils se tenaient debout, forts. Théo n'oublia jamais Monsieur Vincent. Leur lien devint plus profond au fil des années. Bien que Monsieur Vincent ait sa propre famille, il traitait Théo comme un fils. Ils travaillaient souvent ensemble. Discussions d'affaires, idées, stratégies. Un jour, Monsieur Vincent fit face à un sérieux problème. L'une de ses entreprises était presque en train de s'effondrer à cause d'une brèche de sécurité et de pertes financières. Des experts essayèrent, rien ne marchait.
Théo s'avança. Laissez-moi essayer, dit-il. Avec une idée simple mais intelligente, il corrigea les problèmes de sécurité et aida à récupérer les données et les opérations de l'entreprise. Monsieur Vincent le regarda fièrement. Tu n'as pas seulement sauvé mon entreprise, dit-il. Tu as prouvé qui tu es. Mais pendant que Théo et Amélie montaient, la famille Laurent tombait. La santé de Monsieur Laurent s'était détériorée. Le stress des problèmes d'affaires, les disputes à la maison et les mauvaises décisions de ses enfants pesaient sur lui. Alexandre avait perdu un contrat majeur par comportement négligent. Ce fut le point de rupture. Un soir, Monsieur Laurent s'effondra d'une tension artérielle élevée. Il ne survécut pas. Le manoir fut rempli de personnes en deuil pendant l'enterrement, mais après les funérailles, rien ne changea. Alexandre et Léa continuèrent leur style de vie. Fêtes, shopping coûteux, voyages, dépenses sans réfléchir. Leur mère essaya de les conseiller. « Nous devons faire attention, dit-elle. Votre père a travaillé dur pour cela, mais c'était trop tard. Ils avaient grandi en croyant que l'argent ne finissait jamais, et maintenant ils allaient apprendre à quel point ils avaient tort. Le destin préparait tranquillement le jour où les deux mondes se rencontreraient à nouveau. Léa eut 28 ans le mois suivant, et Madame Laurent ne pouvait plus ignorer l'inquiétude qui grandissait en elle. Ce soir-là, elle trouva Léa dans le salon, confortablement étendue sur le canapé, faisant défiler son téléphone. La musique de la fête dont elle venait de rentrer résonnait encore faiblement dans ses oreilles. Léa, commença doucement Madame Laurent en s'asseyant à côté d'elle. Tu auras 28 ans le mois prochain. Il est temps que tu penses à t'installer. Léa leva les yeux au ciel sans lever les yeux. Maman, je suis encore jeune et je ne peux pas imaginer vivre sous les règles d'un homme juste à cause du mariage. Madame Laurent soupira, essayant de rester calme. Ce ne sont pas des règles. C'est un partenariat, un soutien, une famille. Oh, s'il te plaît, maman. Léa coupa, s'asseyant. Je viens juste de rentrer d'une fête. Je suis venue ici pour me détendre, pas pour écouter un autre sermon sur le mariage. Elle se leva, agacée. Je vais dans ma chambre. Elle s'éloigna sans un autre mot. Madame Laurent resta sur le canapé, fixant l'espace vide où sa fille avait été. Des larmes remplirent lentement ses yeux. Léa était sa seule fille. Pourtant, il semblait qu'elle ne pouvait plus atteindre son cœur. Les conseils sonnaient comme du contrôle pour elle. L'inquiétude sonnait comme du harcèlement. Madame Laurent se sentait impuissante. Pendant qu'elle essuyait ses larmes, Alexandre était de l'autre côté de la ville dans le bureau de l'entreprise, et sa situation n'était pas meilleure. Il faisait les 100 pas dans la grande pièce, de la sueur se formant sur son front même si la climatisation était allumée. Les papiers étaient éparpillés sur le bureau. Son téléphone n'arrêtait pas de vibrer avec des messages qu'il ne voulait pas lire. Un autre actionnaire majeur avait retiré ses parts. C'est le 3e ce mois-ci, marmonna-t-il en passant la main dans ses cheveux. Les problèmes de l'entreprise s'aggravaient. Les contrats étaient perdus. Les paiements étaient retardés. Les travailleurs avaient commencé à démissionner un par un, craignant que l'entreprise ne s'effondre. Les investisseurs ne leur faisaient plus confiance. De tout ce que Monsieur Laurent avait construit au fil des années, seulement 30% des parts de l'entreprise restaient sous le contrôle de la famille. Mais aucun nouvel investisseur n'était prêt à risquer de l'argent sur une entreprise qui semblait couler. Alexandre se sentait piégé, mais la fierté l'empêchait d'admettre qu'il ne savait pas quoi faire. Puis la vie frappa un autre coup. Quelques semaines plus tard, Madame Laurent tomba gravement malade. Au début, ce n'était que de la faiblesse et des vertiges. Puis vinrent les visites à l'hôpital, les tests, les visages inquiets des médecins, insuffisance rénale. Le mot résonna comme une lourde cloche dans les oreilles d'Alexandre. Elle a besoin d'une greffe, dit doucement le médecin. Et cela doit être bientôt. Le coût était plus élevé que prévu. Beaucoup plus. L'argent restant après des années de dépenses négligentes n'était nulle part près d'être suffisant. Pour la première fois, la peur entra dans leur monde. Une vraie peur. Pas le genre qui pouvait être couvert par des fêtes, des vêtements ou de la fierté. Ils commencèrent à chercher désespérément des solutions. Mais chaque porte semblait se fermer avant qu'ils ne l'atteignent.
Les factures d'hôpital s'empilaient plus vite qu'Alexandre ne pouvait les lire. Chaque jour apportait un nouveau coup test, médicaments, consultation de spécialistes. Léa, qui dépensait autrefois l'argent sans réfléchir, restait maintenant silencieusement dans les salles d'attente, fixant le sol. La fierté avait quitté leur vie. La réalité avait pris sa place. L'état de Madame Laurent s'aggrava. Les médecins furent clairs. Sans greffe de rein, elle ne survivrait pas. Mais le montant requis pour la chirurgie semblait impossible. Les économies étaient presque épuisées. Les propriétés avaient déjà été utilisées comme garantie de prêt. Leur nom de famille autrefois puissant n'ouvrait plus les portes. Alexandre affronta enfin ce qu'il avait évité pendant des mois. Il ne restait qu'un actif de vraie valeur. L'entreprise. La même entreprise que leur père avait construite avec des nuits longues et des efforts sans fin. La même entreprise qu'ils avaient traitée comme une machine à argent infini. Maintenant c'était la seule chose qui pouvait sauver leur mère. La vendre ressemblait à admettre l'échec. Mais regarder leur mère s'éteindre semblait pire. Alors Alexandre contacta des courtiers. Des réunions furent organisées. Des offres arrivèrent, mais la plupart étaient basses. Les problèmes de l'entreprise étaient connus sur le marché. Puis une proposition sérieuse arriva, financement solide, paiement immédiat, acquisition complète. Alexandre relut les documents encore et encore. L'entreprise acheteuse était puissante, financièrement stable, et possédait déjà une grande part via des investissements antérieurs. Le nom de l'entreprise était clair, mais le propriétaire individuel n'était pas listé. La réunion fut programmée dans la salle de conférence principale. Léa s'assit à côté d'Alexandre, inhabituellement silencieuse. Madame Laurent était encore à l'hôpital, ignorant que tout dépendait de cette décision. La porte s'ouvrit. Un homme entra. Ses pas étaient calmes. Son costume était noir et parfaitement ajusté. Une simple montre en or reposait sur son poignet. Ses chaussures brillaient comme des miroirs. Il ne paraissait pas riche de manière ostentatoire. Il paraissait contrôlé. Alexandre supposa qu'il était juste un représentant. Ils se serrèrent la main et s'assirent. La discussion fut courte. L'acheteur possédait déjà une grande partie des parts. Acheter les restantes, y compris les 30% de la famille, lui donnerait le contrôle total. Le cœur d'Alexandre pesait lourd. Mais il signa. L'homme prit le document final. Puis il s'arrêta. Il les regarda non avec fierté, non avec colère, mais avec quelque chose de plus profond. Un souvenir calme derrière ses yeux. Le souffle d'Alexandre se coupa. Léa sentit un étrange frisson. L'homme se pencha légèrement en arrière sur sa chaise. « Vous souvenez-vous d'un petit café » demanda-t-il calmement. Où deux enfants riches riaient d'un garçon servant du café. La pièce devint silencieuse. L'air sembla serré. Léa fronça les sourcils. Quelque chose dans sa voix semblait familier. « Vous lui avez dit qu'il était né pour servir » continua l'homme. La compréhension et la reconnaissance les frappèrent comme de l'eau froide. « Non » murmura Léa. Alexandre fixa plus durement son visage. L'homme donna un petit sourire contrôlé. « Théo » La voix d'Alexandre sortit sèche. Les yeux de Léa s'agrandirent. « Théo, c'est vraiment toi ?» Elle le regarda de haut en bas, l'incrédulité claire sur son visage. « Comment es-tu devenu riche ?» Les yeux d'Alexandre scannèrent le costume, la montre, la confiance calme. « Comment est-ce arrivé ?» marmonna-t-il. Théo ne rit pas. Il ne haussa pas la voix. Il les regarda simplement, stable et composé. « La vie enseigne, dit-il calmement. Parfois elle enseigne par la douleur. Parfois par le temps. » Léa baissa les yeux. Alexandre avala difficilement. La voix de Théo resta calme. « Maintenant vous avez vu où la fierté vous a mené. » Les mots n'étaient pas criés, mais ils atterrirent plus lourdement que n'importe quelle insulte. Personne ne parla après cela. L'affaire était conclue. Les papiers étaient signés. L'entreprise n'était plus à eux, et le silence dans la pièce semblait plus lourd que n'importe quelle dispute. Léa et Alexandre restèrent assis là un moment.
fixant la table comme s'ils espéraient que quelque chose change, mais rien ne changea. Théo se leva calmement, ajusta son costume et sortit de la salle de conférence sans regarder en arrière. Ses pas étaient stables, ni précipités, ni fiers, juste certains. Léa et Alexandre le suivirent lentement, le cœur lourd. Dehors du bâtiment de l'entreprise, le soleil de l'après-midi se reflétait sur les murs de verre, brillant et impitoyable. Une Lamborghini noire élégante était garée près de l'entrée. Sa carrosserie brillait, lisse et puissante. Théo marcha vers elle. Alexandre s'arrêta de marcher. Les yeux de Léa suivirent chaque pas de Théo. Sa poitrine serrée de sentiments qu'elle ne pouvait expliquer, regret, choc et une tristesse calme. C'était le même garçon, celui dont ils s'étaient moqués, celui qu'ils avaient regardé de haut, celui qu'ils pensaient ne jamais s'élever. Théo ouvrit la portière de la voiture, puis s'arrêta une brève seconde. Il ne se retourna pas. Il ne dit rien. Certains moments n'avaient pas besoin de mots. Il monta, démarra le moteur, et la voiture rugit de vie, profonde et fluide. Puis elle s'éloigna, accélérant sur la route jusqu'à devenir plus petite et enfin disparaître de la vue. Léa laissa échapper un long souffle qu'elle ne savait pas avoir retenu. Alexandre baissa la tête. Le regret remplit leurs yeux. Mais le temps ne recule pas, et certaines leçons ne viennent qu'après la perte. L'argent arriva rapidement. La chirurgie de Madame Laurent fut faite à temps. Elle réussit. Quand elle ouvrit les yeux plus tard, Léa pleura à son chevet comme une enfant. Alexandre se tenait à côté d'eux, silencieux, tenant sa main. Ils avaient perdu leur richesse, perdu leur statut, perdu le manoir. Mais ils n'avaient pas perdu leur mère. Ils emménagèrent dans une maison plus petite. La vie devint simple. Cuisiner des repas, compter les dépenses, visite à l'hôpital, plus de fierté, plus d'ostentation. Et pour la première fois, ils comprirent quelque chose qu'ils n'avaient jamais pris la peine d'apprendre. L'argent peut disparaître. Le pouvoir peut tomber. Mais le caractère décide comment tu te tiens après la chute. De l'autre côté de la ville, Théo se tenait près de la fenêtre de son bureau, regardant la ligne d'horizon. Il ne célébra pas. Il ne se vanta pas. Il travailla simplement. Amélie lui rendit visite cet après-midi-là avec de la nourriture qu'elle avait cuisinée elle-même. Elle regarda autour du bureau avec une fierté calme. « Tu as bien réussi, dit-elle doucement. Théo sourit. « Nous avons réussi, maman. » Il n'avait pas acheté l'entreprise pour détruire qui que ce soit. Il l'avait achetée pour construire quelque chose de mieux. Le garçon dont il disait qu'il était né pour servir était devenu l'homme né pour diriger. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette histoire, appuyez sur le bouton d'abonnement, likez, commentez et partagez-la avec vos amis. Restez connectés à Sagesse africaine.